Et c'est l'heure de Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis en direct. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Marie. Ravi Merci de vous à retrouver, une heure ensemble, à chaque fois je le dis, mais pour prendre le temps, parce que tout va vite, parfois trop vite, et partager avec vous votre regard aiguisé sur l'actualité et ses conséquences. Bien sûr, revenons ensemble sur ce qui est en train de se dérouler en Ukraine. Une semaine riche en déclarations de part et d'autre. Poutine, maître du jeu, Poutine est-il en train de balader le président américain ? Je lisais ce matin un édito, celui de Sylvie Kaufmann, qui dit finalement que Poutine, son arme principale et majeure, c'est l'arme du temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non. Non ? Non, je pense que c'est Trump le maître du jeu en ce moment. Je pense qu'il a réussi à faire revenir Zelensky et c'est très important, pardon d'y insister à chaque fois, c'est la question de l'accord sur les terres rares, sur les métaux rares. Et c'est très important parce que si cet accord est signé et si la paix est signée, la vraie protection de l'Ukraine passera par là, beaucoup plus que par l'OTAN ou par des troupes européennes, mais par l'installation des Américains, des entreprises américaines dans l'Ukraine, dans ce qui restera de l'Ukraine, c'est quand même 80%. Donc, je pense que pour l'instant, c'est totalement Trump qui mène le jeu, mais c'est pas fini. Donc, j'ai pas de boule de cristal. Je sais évidemment pas ce qu'ils se sont dit l'un et l'autre, puisque apparemment ils se sont parlé. Il y a deux vraies hypothèses sérieuses dans lesquelles l'Union européenne ne joue évidemment aucun rôle. Il y a deux hypothèses sérieuses. Moi, celle que je craignais, c'est que le but de Poutine depuis toujours, c'est de destituer Zelensky. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Et ça fait même partie de ces conditions préalables qu'il pose, très clairement. Et comme vous le savez, la destitution de Yanukovych en 2014, pour lui, c'est le point de départ de la catastrophe. Donc il y avait un président pro-russe et il a toujours voulu, dans cette guerre, destituer ou assassiner, si possible, Zelensky pour le remplacer par un président qui soit en tout cas compatible avec la Russie. Bon, et donc je pense que ça reste son idée fondamentale. Et donc ça reste extrêmement dangereux pour l'Ukraine, d'autant plus que Zelensky a de plus en plus d'ennemis dans l'armée, dans les collègues politiques. C'est un régime politique. Vous savez, dans la vie politique, on a toujours des ennemis. Il a de plus en plus d'ennemis, même si pas dans la population. Pas dans la population. Non. Il a retrouvé quelques couleurs aux yeux de l'opinion publique ukrainienne. Ce clash, notamment dans le bureau ovale, a forgé une forme de nouveau soutien envers lui. Bien sûr. D'ailleurs, dans le monde entier, d'une certaine manière, parce que Trump a été tellement odieux que tout le monde a eu de la sympathie pour Zelensky. Non, je parle du système politique. Vous savez, dans le système politique, vous avez toujours des opposants. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Bon, et donc des gens qui veulent prendre votre place et qui aimeraient bien prendre la place de Zelensky. Et je pense que c'est une des hypothèses sur laquelle travaille Poutine, évidemment. Mais l'autre, qui est quand même la plus probable et la plus souhaitable, c'est que Trump, qui est le maître du jeu, arrive à convaincre Poutine que la protection qu'il aura. Et vous avez invité quelqu'un, un professeur de droit public, qui disait des choses très intelligentes sur le fait qu'on regarde les choses complètement à l'envers selon qu'on est selon qu'on est russe ou qu'on est pro-européen ou pro-Zelensky. Bon. La lecture est bien différente, en effet. Évidemment. Et pour les Russes, ce qui pourrait éteindre ce que les Russes perçoivent comme une menace de l'OTAN, que ce soit des forces européennes, les forces européennes sont des forces de l'OTAN, ou que ce soit l'OTAN américaine, pour les Russes, c'est inacceptable d'avoir une présence de ces forces armées en Ukraine. En revanche, pour les Russes, l'installation d'entreprises américaines pour faire du forage, pour exploiter les terres rares, c'est une très belle protection. Et ce serait une très belle protection pour l'Ukraine. Donc je pense que la paix peut passer par là. Je l'avais dit à Védrine, qui a repris l'idée, ce qui d'ailleurs m'honore considérablement parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Ce qui peut protéger vraiment l'Ukraine, c'est évidemment pas une armée européenne, Poutine n'en veut pas, c'est pas une armée américaine, Poutine n'en veut pas, la paix ne passera pas par là, mais c'est l'installation d'entreprises américaines, entreprises de forage, de transport, etc., pour exploiter les terres rares. Ça peut être une vraie protection
direction à la fois pour Poutine et pour l'Ukraine. Même en l'obtenant, en tordant le bras de Zelensky, ou en tout cas Zelensky des est d'accord autorités avec ça. ukrainiennes. Non, mais Zelensky est d'accord avec ça. Zelensky, ne l'oubliez pas, il a dit non seulement je reviens voir Trump, mais je me mets sous son égide, je me mets sous sa direction et je suis prêt à signer l'accord sur les terres rares. Ce qui veut dire que Zelensky, qui est tout sauf idiot, a très bien compris que signant l'accord sur les terres rares, il protégeait ce qui reste de l'Ukraine. Vous voyez, je pense que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et donc les deux hypothèses, l'hypothèse gravissime, ce serait que Poutine profite de la faiblesse actuelle pour aller, sinon jusqu'à Kiev. Non, son armée n'est pas en état d'aller jusqu'à Kiev, mais en tout cas, on profite pour jouer de son influence pour destituer Zelensky et mettre un pro-russe à sa place. Ça, c'est une hypothèse, hélas, possible. Il se joue en ce moment des choses à Koursk, notamment. Bien sûr, à Koursk notamment, absolument. Ou alors l'hypothèse paisible, si je puis dire, moi c'est ce que je souhaite évidemment, c'est que les États-Unis s'installent non pas d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue entrepreneurial pour exploiter les terres rares en Ukraine. Et là, ça pourrait arranger aussi bien Zelensky que Poutine. Voilà. Si on élargit, Luc, ensemble, parce que cette émission et cette conversation sert à ça, un peu la focale. Oui. Juste, vous dites non, c'est Trump maître du temps. Je vous entends. Oui. Mais malgré tout, il y a cette déclaration dans la semaine, après qu'Américains et Ukrainiens ont conclu un accord de cessez-le-feu. Cette déclaration du président russe, justement, il le dit, c'est un oui, mais un niet aussi. On l'écoute, on en parle ensuite. Bien sûr. Nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les hostilités, mais nous considérons que cet arrêt doit être fait de telle sorte qu'il mènerait à une paix durable et qui supprimerait les questions profondes, les causes profondes de cette crise. Le discours du maître du Kremlin qui ne change finalement pas. Mais de son point de vue, il a raison, parce qu'une trêve ne servirait à rien. Et du reste, c'est la vérité, aussi bien du point de vue ukrainien que du point de vue russe. Une trêve sans paix profonde ne servirait à rien, parce que du côté ukrainien, il y aurait cette humiliation qui fait qu'il y aura toujours un président ukrainien un jour ou l'autre qui voudra reprendre le Donbass et la Crimée. Et c'est logique, je ne porte pas de jugement de valeur. Et donc, du point de vue de Poutine, ce qui est inacceptable, c'est de voir des troupes de l'OTAN, et l'Union européenne fait partie de l'OTAN, de voir des troupes de l'OTAN s'installer en Ukraine. Donc c'est pour ça, et le professeur de droit que vous invitiez tout à l'heure le disait très bien. Bélignabli, oui. Voilà, il avait tout à fait raison, c'était très intelligent ce qu'il disait. La preuve, c'est que je pense la même chose que lui. Du coup... Pardon, il m'arrive de plaisanter, rassurez-vous, je ne suis pas encore totalement barjot. Mais c'est vrai que du point de vue russe, on ne se place pas assez du point de vue russe. Du point de vue russe, il s'agit aussi de sécuriser la Russie. Donc depuis le début, la hantise de la Russie, c'est que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et n'oubliez pas, parce qu'on fait toujours semblant de l'oublier, exprès de l'oublier, c'était la position de Merkel et de Sarkozy, qui en 2008 se sont prononcés contre l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est pas seulement les Russes. Et précisément pour ça. Et Nicolas Sarkozy, à juste titre à mes yeux, mais il s'est fait pulvériser par les pro-Zelensky, l'a rappelé il y a un an, il a dit il faut que l'Ukraine absolument reste une terre neutre. Voilà. Autrement dit, qu'elle n'entre pas dans l'OTAN. Or, si des troupes européennes s'installaient en Ukraine, ce seraient des troupes de l'OTAN du point de vue de la Russie, ce qui est le cas, c'est factuellement le cas. Et ça, de son point de vue, c'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pour ça que Poutine dit d'accord pour une trêve, mais il faut que ce soit une trêve qui débouche sur une vraie paix. Voilà. Alors, si vous avec un autre argument, juste parenthèse, je vous en prie, dire que finalement, ce cessez-le-feu, cet arrêt des combats permettrait grossièrement à l'Ukraine de se refaire. En gros, un répit. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, pas sur un mois, mais sur 2 ans, oui. Voilà, ou même sur 1 an. Voilà. Et donc, du coup, avec l'idée qu'il y aura, et c'est pas faux, qu'il y aura une humiliation, et je le comprends, si j'étais ukrainien, je serais humilié de perdre le Donbass et la Crimée. Et donc, il y a l'idée que s'il y a une humiliation de l'Ukraine telle qu'il se réarme pour un jour réattaquer, non pas la Russie, mais reprendre le Donbass, qui rouvrira la guerre avec la Russie, c'est ça qu'évidemment, à la fois Trump et Poutine veulent éviter. Les deux veulent éviter ça. Maintenant, vous savez, je suis très frappé par une chose, puisque après tout,
Aller plus loin, c'est aussi parler de philosophie, c'est aussi avoir un regard philosophique sur l'actualité. Et c'est sur cela qu'on vous attend aussi. Écoutez, en tout cas, moi, c'est aussi ça c'est ce qui nous passionne tous les deux. J'ai vu ça tout au long de ma vie, chez les intellectuels. Perdre un ennemi, du point de vue intellectuel, est beaucoup plus grave que de perdre un ami. Moi, je me souviens de discussions avec Revel. Par exemple, on avait déjeuné au Dôme avec Revel et avec Claude Imbert. Je me souviens de ce déjeuner. J'adorais Raymond Aron, qui était venu dans mon séminaire. Cité régulièrement. Que j'adorais, qui était un type absolument formidable. Mais j'ai vu ces gens-là, et puis tous mes amis qui avaient fait, au fond, pardon de le dire un peu brutalement, mais fonds de commerce de la critique du communisme soviétique. C'est à juste titre, j'en étais aussi. Mais le jour où l'Union soviétique s'est écroulée, le jour où le mur de Berlin est tombé, tous ces gens-là se sont retrouvés le bec dans l'eau. Tous les articles, tous les livres qu'ils avaient publiés ne servaient plus à rien. Et ils ne pouvaient pas en publier d'autres. Vous disiez la semaine dernière, ou il y a encore 15 jours, finalement, oui, que on se fait derrière un ennemi. Et que finalement, dans ces temps-là... Exactement. Ouais. Et ça, d'un point de vue philosophique... c'est d'un point de vue intellectuel, un ennemi vous rend service. Oui. Regardez Malhuret, il s'invente des amis. Il est devenu une star absolue au Sénat, alors que, moi je l'aime beaucoup. Et son discours au vitriol contre Donald Trump... Il n'a que des ennemis. Alors, le Rassemblement national, c'est des traîtres, alors que Marine Le Pen a très bien dit qu'il fallait armer les pays baltes. Elle a été très correcte sur le sujet. Elle s'est abstenue, elle n'a pas voté contre la résolution sur l'Ukraine. Pourquoi elle s'est abstenue? À juste titre, et j'aurais fait la même chose, parce qu'elle ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ce qui de toute façon est impossible. Même Danny Cohn-Bendit le dit, il n'est pas hostile à l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas rentrer aujourd'hui dans l'Union européenne. C'est pas la peine de tourner autour du pot et de dire des conneries. Elle ne peut pas, elle n'a pas les qualités pour rentrer dans l'Union européenne. Et en plus, ce serait la mort de l'agriculture française. Voilà. Et puis il y en a marre qu'on fasse des résolutions pour défendre Mercedes, Audi et BMW et plomber l'agriculture française. Ce serait bien pire que le Mercosur. Donc elle n'a pas tort là-dessus, mais elle s'est abstenue. Mais Malhuret s'invente des ennemis partout. Alors, LFI sont des traîtres, le Rassemblement national, c'est des traîtres, alors même qu'ils disent qu'il faut armer les pays baltes et que c'est très correct ce qu'ils disent sur l'Ukraine, ils sont pas du tout pro-russes. Pourquoi ne pas se réjouir de voir les anciens ennemis rentrer dans le giron de la raison. Voilà. Et là, Trump est un ennemi, alors que c'est Trump qui est en train de faire la paix. Aujourd'hui, c'est pas Malhuret. Oui, mais d'un point de vue européen, franco-français, vous entendez ce qu'il se dit et s'écrit. Non. Du fait que... si, je ne l'entends pas. Vous l'entendez, mais vous n'êtes pas d'accord avec... Mais c'est pas ça. Je suis d'accord pour qu'on s'arme, évidemment, mais ça mettra 10 ans. Voilà. Donc, mais vous entendez que le discours de Donald Trump aujourd'hui puisse aussi, certes, nous réveiller, mais choquer certains, en disant... Mais heureusement qu'il nous choque. Ouais. C'est une chance. Et puis, tous ces gens qui sont choqués maintenant, c'est le mot qui revient le plus dans le paysage intellectuel et médiatique français. On est choqués. Alors, on est choqués partout. Non, Trump est en train de nous réveiller. Si jamais l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les Américains s'installent sur le plan entrepreneurial et pas militaire en Ukraine, se réalise, la paix sera là. Et nous, Européens, on aurait continué la guerre pendant 10 ans. On aurait continué à armer tant bien que mal l'Ukraine pour qu'elle reprenne éventuellement le Donbass sans y arriver, et puis finalement avec notre politique à nous stupide, Poutine aurait fini par arriver à Kiev. Donald Trump juge très prometteuse ce que dit Vladimir Poutine. S'emballe-t-il? Je ne sais pas. Il est obligé de dire ça. Il est obligé de dire ça. Mais bien sûr, il peut pas dire Poutine est un gros con et il veut pas faire la paix. J'adore votre vocabulaire fleuri. Non, il ne peut pas le dire en effet. J'aimerais qu'on écoute le président américain et on en débat ensuite. Écoutez Donald Trump cette semaine. Un peu d'humour aussi. Vladimir Poutine a fait une déclaration très prometteuse, mais elle n'était pas complète. Et oui, j'aimerais beaucoup le rencontrer ou lui parler, mais nous devons en finir rapidement. Vous savez, tous les jours, des gens sont tués. En finir rapidement. En disant aussi, accompagnant ces déclarations en gros, on a fait 75% du boulot, le reste c'est administratif. Pardonnez-moi, mais il y a une forme de déni aussi, non? Non. Et si ça se trouve, il a raison. Si ça marche, encore une fois, je vous dis, il y a deux hypothèses. Soit Poutine reprend la guerre et il essaye d'aller jusqu'à Kiev, ou en tout cas de virer Zelensky et de le faire remplacer par un autre qui sera pro-russe. Ou bien il accepte les conditions moyennant quelques négociations qui sont posées par Trump, et dans ce cas-là, on a la paix. Et moi, alors, ce qui est très, très intéressant
Depuis 2014 que je plaide pour la paix, je me suis fait insulter 40 fois. Ah, mais vous êtes munichois. Vous voyez, et c'est toujours la même idée. Si on perd son ennemi, alors on n'a plus rien à dire. Voilà. Alors qu'à l'évidence, la paix est préférable à la guerre. Enfin, il faut être cinglé pour penser autrement. Ça ouvre d'ailleurs un débat que j'aimerais ouvrir avec vous sur la dramatisation aussi, le choix des mots. Juste voir ces déclarations dit, il y a une menace conventionnelle russe. Ceux qui la nient sont ceux qui n'avaient pas cru à l'offensive de 2022 et de juger que l'effort de guerre russe va continuer à l'instant où le cessez-le-feu sera signé. Finalement, ce que dirait si ce cessez-le-feu était signé. Que dire de ces propos et finalement ouvrir ce débat de la dramatisation d'un certain côté de l'échiquier politique. J'y reviens. On joue sur les peurs et on joue sur l'ennemi. Ça ne représente pas grand-chose, pas très connu. Bon, pour un homme politique qui a besoin de se faire mousser, jouer sur les peurs et sur l'ennemi, c'est tout bénéfice, c'est bonbon. Alors, la vérité, si maintenant on veut arrêter de dire des âneries, les chars russes sont pas à Strasbourg, c'est pas vrai. Mais là où il y a un vrai problème, et là c'est réel, c'est sur les Balkans, sur la Moldavie et sur les pays baltes. Voilà. Et là, il y a un vrai problème parce que nous sommes solidaires de ces pays. Alors, évidemment, des pays baltes, nous en sommes solidaires et c'est pas parce que j'ai fait un jour un lapsus que je connais pas les pays baltes. J'y suis allé X fois. Je pourrais vous montrer toutes les photos que j'ai de Tallinn, par exemple. Bon. Oui, et de lapsus, c'est pas le problème. Les lapsus, ça existe. Aux téléspectateurs qui nous regardent, qui vous avez été... Il y a des gens qui sont gavés de, il a fait un lapsus et mon Dieu. L'erreur est humaine. Quand on fait une émission en direct, ça arrive, voilà. Voilà. Mais peu importe. En tout cas, là où il y a imaginons que Poutine, la Russie, attaque la Moldavie, alors qu'il ne fait pas partie de l'OTAN, mais qu'il y a des contrats réguliers avec l'OTAN, ou imaginons qu'il attaque un des pays baltes, ces petits pays, alors nous qui en sommes solidaires, nous serions obligés d'intervenir, de les aider. Il vaut mieux le faire maintenant. Voilà. Donc là-dessus, Marine Le Pen, justement, pour ça, je vois pas pourquoi Malhuret dit que c'est un traître, le RN. Non, Marine Le Pen avait raison de dire deux choses. Un, il faut absolument armer les pays baltes. C'est urgent. Et c'est parce qu'ils ont rien du tout. Quand vous regardez le nombre d'effectifs armés, c'est que dalle, c'est que rien. Donc il faut absolument armer les pays baltes. Et elle avait raison de dire qu'il y a des moyens de le faire avec l'argent de l'Union européenne. Il y a des fonds européens qui peuvent permettre de le faire. Voilà. Et donc je pense que donc je dis ça parce que moi je me réjouis de voir d'anciens ennemis, puisque j'ai détesté le Front National et même le Rassemblement National. Je me réjouis toujours de voir d'anciens ennemis politiques, enfin, ou adversaires politiques, rentrer dans le giron. Je me réjouis de voir Marine Le Pen défendre Israël et lutter contre l'antisémitisme. On y reviendra. Alors, on y reviendra, mais je le dis tout de suite parce que je vois pas pourquoi on s'en priverait. Juste sur la menace, effectivement. Mais si LFI venait la même chose, on serait ravis. Les chars ne sont pas à Strasbourg, non, encore, pour reprendre une expression, sur les Champs-Élysées. De dire que la menace russe existe, notamment sur une autre forme de guerre, c'est aussi... Oui, on parle de menaces, d'attaques informatiques, de déstabilisation d'une certaine... Mais 1000 fois moins que les États-Unis. 1000 fois moins. Bien sûr, la vraie menace sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, c'est le wokisme américain. Et évidemment, a fortiori, l'islamisme. Mais la déstabilisation de nos démocraties, et ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, on est en guerre. Mais on est en guerre. Ouais. À partir du moment où on livre des armes à l'Ukraine, à partir du moment où on a livré récemment encore des Mirage 2000. Le ministre Lecornu a annoncé qu'on allait livrer 175 millions d'armes à l'Ukraine. Je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas ça que je dis. Si on n'avait pas livré des armes, Poutine serait à Kiev. Donc il fallait le faire, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que ne soyons pas débiles. Si on est en guerre indirecte avec la Russie, donc c'est normal qu'ils nous pourrissent la vie. C'est pour ça qu'il faut la paix. Maintenant, moi, ce qui me gêne 1000 fois plus que la manipulation sur les réseaux sociaux par la Russie, c'est l'infiltration du wokisme dans les universités françaises. C'est bien plus grave. Et évidemment, a fortiori, l'islamisation des quartiers. C'est 1000 fois plus grave que le fait que Poutine essaie de manipuler les réseaux sociaux. D'abord, si les gens n'étaient pas stupides, ils seraient moins sur les réseaux sociaux. Oui, ça, parfois, effectivement. Ça peut être un outil formidable comme un outil un peu plus... Il faut peut-être dire aussi à nos enfants, arrêtez de croire que c'est pas parce que c'est marqué sur TikTok que c'est vrai. Voilà. Et que, évidemment, la Russie essaye de se venger de nous puisqu'on est
en guerre avec elle. Bon, c'est clair, on livre des armes, donc on est en guerre avec la Russie. Bon, même si c'est pas une guerre directe. Et d'ailleurs, le président Macron a parlé de mettre des troupes au sol. Bon, donc on est en guerre. En cas de cessez-le-feu, cas de non, je parle d'il y a 3 mois. Il a dit il faut pas exclure la possibilité d'une intervention armée en Ukraine. Bon, attends, c'était complètement délirant. Mais il y a des gens qui ont trouvé ça formidable. Oui, ou alors ça relance à chaque fois la machine Et donc il est évident que la Russie nous considère aujourd'hui, nous, la France, comme des ennemis. Mais ça ne veut pas dire que les chars russes sont à Strasbourg. Donc essayons d'aller vers une paix qui tienne la route grâce aux Américains, et profitons-en pour nous armer, avec ce que je défends toujours. Ce qui est dissuasif, c'est l'armée conventionnelle, c'est pas le nucléaire. C'est pas vrai, le nucléaire n'est plus dissuasif. Et on va revenir d'ailleurs sur cette question du partage de la dissuasion nucléaire. D'abord, sur la place de l'Europe dans tout cela, où sommes-nous ? Il y a un sommet virtuel aujourd'hui à Londres autour du Premier ministre britannique. Virtuel est le mot qui compte. Virtuel est le mot qui compte. J'attendais votre trait d'esprit sur le sujet. Keir Starmer, qui s'exprime notamment face à un écran, parce que tout ça est à distance. Il le dit, Poutine devra à un moment donné être à la table des négociations. Oui, bien sûr, oui. Comment voyez-vous ce que fait aujourd'hui l'Europe ? A-t-elle encore une voix ? Elle gigote. Voilà, mais encore une fois. Elle gesticule. Mais encore une fois, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle doit faire, c'est recréer une armée conventionnelle solide. Mais ça demande beaucoup d'intelligence, parce que, par exemple, les Rafales, je sais pas, mais je suis pas spécialiste, mais je m'interroge, je pose la question. Je dis pas, je sais pas tout, évidemment. Mais je pense qu'Elon Musk a raison quand il dit qu'aujourd'hui, les avions de chasse, ça n'est plus véritablement l'avenir, c'est les drones, par exemple. Les drones pilotés par l'intelligence artificielle. Bon, donc je pense que le réarmement, ça veut dire aussi une réorganisation complète de l'industrie militaire. Et d'un nouveau fléchage. Vous disiez à juste titre il y a 15 jours que investir 800 milliards, très bien, mais dans des matériels qui seront peut-être obsolètes après-demain, dans 5 ans. Voilà, ou dans 3 ans. Donc je pense que il faut pas laisser ça uniquement aux généraux, quel que soit le respect que j'ai et l'amitié que j'ai pour les généraux parfois, pour certains d'entre eux. J'ai très grand respect pour les hauts dignitaires si on peut parler de dignitaires de l'armée, les hauts gradés de l'armée. J'ai des amis amiraux ou généraux, et je les écoute toujours avec beaucoup d'attention, mais je pense que c'est un peu comme l'écologie. Il ne faut pas laisser l'écologie seulement aux écologistes. Il ne faut pas laisser la question du réarmement de l'Europe seulement aux militaires. Il faut avoir une vraie réflexion sur ce que seront les armes pilotées par l'IA dans 20 ans. Voilà. Vrai débat qui, pour vous, à cette heure, n'a pas lieu, n'existe pas. Non, pas encore. Pas encore assez prégnant. Pas encore. Alors, chez certains militaires, ils ont une réflexion là-dessus. Bon, il y a des gens extrêmement intelligents chez les généraux, chez les amiraux. Mais je pense que ça doit être un vrai grand débat industriel et militaire. Et je pense que, avant d'investir dans n'importe quoi, il faut réfléchir à ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, je n'y reviens pas, c'est que la dissuasion nucléaire, elle est morte, parce que jamais un pays humaniste et démocratique ne prendra la responsabilité atroce de pulvériser des millions de femmes et d'enfants. C'est pas vrai, on le fera pas. Et en plus, avec la certitude absolue, puisque c'est automatique, encore une fois, Marie, c'est automatique, de voir les missiles sortir des sous-marins russes et pulvériser la France avec 67 ou 68 millions de morts dans la journée. Oui, mais ça n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Non. Mais malgré tout, que cette question soit posée, c'est une forme aussi de constat d'un basculement, d'un bouleversement de ce qu'on est en train de vivre. Oui, mais c'est un mauvais basculement. C'est un mauvais basculement. C'est encore, je veux pas être grossier, mais c'est encore de la com de la part de Macron. Parce que De Gaulle avait tout dit. De Gaulle avait tout dit précisément. Il avait dit que, évidemment, c'est le président de la République qui décide, ça Macron le dit, et il a raison de le dire, mais les intérêts vitaux de la France, ça peut englober l'Allemagne, ça peut englober l'Italie, ça peut englober l'Espagne, ça peut englober la Pologne, pourquoi pas ? Mais c'est à la France de le décider. Donc ça veut dire quoi ? Ouvrir une discussion là-dessus, c'est de la com, ça veut rien dire. Tout est déjà dans la doctrine gaullienne. Et si on veut rouvrir une discussion, ça veut dire qu'on veut aller plus loin. Mais il n'y a pas à aller plus loin. Voilà. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il faut une forte armée conventionnelle, parce que ça, c'est très dissuasif, une armée conventionnelle pour la Russie, et il faut commencer par équiper les pays baltes. Beaucoup plus dissuasif. Évidemment que l'arme nucléaire, qu'on n'utilisera pas. Voilà. On n'utilisera pas. Que personne n'utilisera. Il y a des pays qui sont capables d'utiliser l'arme nucléaire, mais pas nous. L'Iran est capable de l'utiliser quand ils l'auront. La Chine est capable de l'utiliser. Peut-être que la Russie est capable de l'utiliser. Mais nous sommes des démocrates humanistes, droits de l'homiste. On va pas
prendre la responsabilité de pulvériser des millions de femmes et d'enfants comme l'a fait Truman, enfin, pas des millions, lui c'était des centaines de milliers, à Nagasaki et Hiroshima. On refera jamais ça. J'aimerais qu'on continue d'en discuter. On fait une courte pause. Oui, je vous en parce prie, que pardon. Malgré tout, ce débat il est ouvert par nos voisins allemands. Oui, une forme de... étonnant, oui. Donc, pas étonnant, effectivement, dites-vous. Et puis on parlera des conditions de ce réarmement. Une interview très intéressante d'Édouard Philippe. On reviendra également dans quelques instants sur la venue, l'invitation du Rassemblement national en Israël. Ah oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est une première historique. Historique, mais qui suscite aussi quelques réactions et annulations aussi à ce grand rassemblement en Israël. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Retour dans l'heure de Ferry. Luc Ferry, on évoquait ensemble ce débat ouvert autour du partage de cette dissuasion nucléaire. Débat qui n'est pas forcément toujours parfaitement compris des Français, qui fait peur, parce que ce sont des mots lâchés dans le débat public. Mais vous dites, et ce que je trouve très intéressant de souligner avec vous, ça ne pourra pas être utilisé par la France ou encore le Royaume-Uni qui la détiennent. Non. C'est important de le... Il faut que les gens comprennent ça. Comprennent, effectivement. Voilà. Parce qu'on est peut-être à un tournant de... Bien sûr, il faut que les gens comprennent ça, parce qu'ils pensent encore qu'on est protégé par la dissuasion nucléaire. Oui. Moi, je suis un gaulliste de toujours, donc et je pense qu'à l'époque où le général de Gaulle a eu cette idée, il y avait suffisamment de chefs d'État qui étaient capables à l'époque d'utiliser le nucléaire pour que ce soit vraiment dissuasif. À l'époque, Mao pouvait, Staline pouvait, et puis tous les totalitaires de la planète. Bon, et donc en Amérique, il l'avait pas en Amérique latine, mais les gens qui avaient le nucléaire, la Chine pouvait l'utiliser. Bon, et aujourd'hui, je maintiens que l'Iran, le jour où l'Iran aura le nucléaire, il est capable de l'utiliser contre Israël. Je suis extrêmement inquiet pour la survie d'Israël à cause de ça. Oui. Je pense que Poutine est capable d'utiliser le nucléaire s'il était vraiment acculé à le faire. La Chine, évidemment, mais nous pas. Voilà, parce que encore une fois, on peut pas être à la fois un pays démocratique qui a accepté les droits de l'homme et qui est humaniste et dire parce qu'on est attaqué, on va pulvériser, vitrifier des millions de bébés, de petits enfants, de femmes, de civils innocents. Et en plus, je maintiens ça. En plus, avec la certitude qu'on sera tous morts en 24 heures. Oui. Parce qu'encore une fois, et j'en parlais avec cet ami amiral, la réponse des sous-marins, si on parle de l'hypothèse absurde, mais enfin d'une guerre nucléaire avec la Russie, la réponse des sous-marins russes ou des fusées, des missiles supersoniques russes, elle serait automatique. Le président russe n'aurait même pas besoin de le décider. C'est-à-dire qu'avant que nos missiles arrivent à Moscou, les siens seraient déjà partis. Et donc ces missiles, c'est pas Nagasaki et Hiroshima, c'est pas des missiles qui vont tuer 300 000 personnes, c'est des missiles qui vitrifieraient la France en entier en 2 heures. Mais on ne peut pas se passer de cette dissuasion. Mais si, on peut s'en passer. Il faut une dissuasion. Il faudrait réfléchir maintenant. Et il faudrait dire voilà, une dissuasion conventionnelle est infiniment plus dissuasive que la dissuasion nucléaire, parce que nos ennemis savent qu'on l'utilise. Alors, sauf s'ils sont complètement débiles. Voilà. Est-ce que me disait mon ami amiral, il me disait, mais non, il me disait, tu te trompes peut-être, parce qu'il suffit qu'il y ait un millième de risque. Oui. Non pas chez vous ou moi, mais chez nos ennemis, que la France utilise la dissuasion, l'arme nucléaire pour que ce soit dissuasif. Mais je pense que ce millième de risque n'existe plus ni chez Poutine, ni chez Xi. Et l'Iran, c'est autre chose. L'Iran, c'est pas l'Iran. Et les Américains, parce que si ce débat est rouvert aussi, c'est parce que les Allemands pourraient devoir se passer du parapluie nucléaire américain. C'est aussi ça qui est sur la table. Les Américains sont encore capables d'utiliser ça par rapport à la Chine ou par rapport à l'Iran ou par rapport à la Russie, mais pas nous. Vous avez 4 pays qui sont capables d'utiliser cette fichue arme nucléaire. C'est les États-Unis, la Russie, l'Iran et la Chine. L'Iran, quand elle l'aura, mais elle l'a peut-être déjà, on n'en sait rien. En tout cas, elle va l'avoir. Malheureusement, l'Iran l'aura, c'est qu'une question de temps. Mais nous, pas. L'Allemagne. Vous imaginez les écologistes allemands, mon copain Dany, là, qui disait Liberrot Alstot, plutôt rouge que mort, qui vont utiliser l'arme nucléaire pour bousiller Moscou, Saint-Pétersbourg. Ça n'est pas vrai. Et Poutine le sait. Ouais. D'ailleurs, Poutine n'a pas utilisé l'arme nucléaire, alors que Medvedev, souvenez-vous, Medvedev a engueulé Poutine depuis 3 ans en disant « mais utilise les bombes à neutrons ». Poutine ne l'a pas fait.
Voilà. Poutine ne l'a pas fait, qui peut-être observe nos débats intérieurs, européens, mais aussi franco-français. La question du réarmement, de ces milliards d'euros dans lesquels... Qui n'existent pas. Qui n'existent pas, oui, ça c'est une vraie question. Un François Bayrou qui dit cette semaine, on n'a plus de sous du tout, mais on a des idées, on est puissant et on est unis. Bon, ce serait nouveau qu'il ait des idées, j'attends de voir. Ça, je vous laisse mettre encore une fois de vos propos. Mais en effet... C'est une bonne nouvelle, remarque, mais bon, ça c'est jamais arrivé pour l'instant. Nous n'avons plus de sous. Et un Édouard Philippe, son prédécesseur, ancien Premier ministre, qui dans une interview très remarquée au Figaro, met quelques balles à l'endroit de son successeur. Il le dit. C'est fréquent que ces gens fassent ça entre eux. Quelques caresses et puis ensuite quelques coups dans le dos. Il remet en cause le conclave sur les retraites, trouvant ce débat particulièrement hors sol. Je m'étonne qu'il existe encore. Il a été imaginé pour stabiliser cette situation politique, mais vu la situation, ça me paraît totalement dépassé. A-t-il raison de le dire ? Et effectivement, si on veut se réarmer, il va falloir des moyens supplémentaires et donc travailler plus. C'est en tout cas un argument qui peut avoir du poids. Oui, mais le pari de Bayrou, donc c'est purement politique, hein, on sait très bien que c'est la pure com, mais le pari de Bayrou, c'est-à-dire soit vous faites une réforme meilleure que la réforme actuelle, mais sans dépenser 1 euro de plus, c'était ça le pari. Sinon... on applique la réforme actuelle. Sinon, on ne change rien. Sinon, on ne change rien. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Alors, politiquement et en termes de communication, c'était pas idiot, parce que ça revenait à se décharger de la responsabilité d'une vraie réforme sur les syndicats. Alors, en leur disant, voilà, vous avez le fusil sur la tempe, c'est le cas de le dire. Soit vous trouvez une meilleure réforme, mais dans le cadre actuel, il ne faut pas que ça coûte 1 centime de plus. Et dans ce cas-là, je m'engage, je la ferai voter, je vous garantis que je la ferai voter. Soit vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, et dans ce cas-là, la réforme que vous détestez s'appliquera. Voyez. Donc, en termes de com, c'était pas idiot. Et donc là, Édouard Philippe se trompe. L'argument reste le même. Et puisqu'il s'agit pas de dépenser plus pour une nouvelle réforme des retraites, il s'agit de rester dans les purs actuels. D'accord ? Oui. Maintenant, si on veut gagner, si on veut trouver de l'argent pour financer un effort d'armement, mais que l'a-t-il fait ? Il n'a pas été Premier ministre, ce garçon ? Si, effectivement, quelque temps. Non, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était Premier ministre ? Oui. Pour éviter la dette. Donc vous dites quoi ? Là aussi, politiquement, c'est quoi ? C'est zéro. Voilà. Donc en fait, la seule chose qu'on peut faire pour redégager de l'argent, c'est pas redégager de l'argent, hein, c'est diminuer la dette française qui est à 3 300 €. Il faut passer milliards. Merci. Voilà, là. Ouais. J'aimerais bien. Il faut évidemment passer aux 37 heures, mais payer 37 pour ceux qui le peuvent, je ne cesse de le dire, pas pour le gars qui est sur son marteau-piqueur, non. Celui-là qui part à 60 ans ou même à 55 ans, c'est normal. Pour les métiers pénibles, effectivement. Mais moi, j'ai 74 ans et j'ai pas le droit de faire un cours à la Sorbonne, c'est ridicule. Bon, et donc, alors je fais 200 conférences par an dans le monde entier. Bon, donc c'est idiot. On pourrait très bien, pour des gens comme moi, avoir une retraite même à 75 ans, voire à 80 ans, comme aux États-Unis. Et ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui le souhaitent, mais évidemment pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent. Voilà, pas tout le monde. Et puis donc il faut travailler, il faut passer aux 37 heures, payer 30. Et il faut évidemment ne pas renouveler, je vais dire un truc abominable, 500 000 départs de fonctionnaires à la retraite. Vous savez combien on a de fonctionnaires en France ? On arrive presque à 6 millions. Presque à 6 millions si on prend les 3 fonctions publiques. Catégorie, effectivement. Voilà, étatique, territoriale et hospitalière. On est à 5,8 millions de fonctionnaires. Ça n'est pas jouable. Et j'ai rien contre les fonctionnaires, j'en suis un. Que FO me fasse pas un procès. Je suis pour la fonction publique, on a une très belle fonction publique, mais encore une fois, on a des doublons de services administratifs qui ne servent absolument à rien. Et donc, on peut parfaitement ne pas renouveler. C'était le projet de Fillon, d'ailleurs, il avait raison. Ne pas renouveler 500 000 départs à la retraite, non pas brutalement, mais sur 5 ans. Sur la question juste précise du conclave, sur les retraites, là où on peut peut-être donner le point à Édouard Philippe, c'est qu'on voit nos voisins européens, notamment au Danemark, envisager peut-être de travailler jusqu'à 70 ans, parce que aussi... Oui, la moyenne, c'est 66, 67 ans. Dans le cadre d'une économie de guerre encore, est-ce que ça a encore du sens ? Mais nous, revenir... Que n'a-t-il fait ?
Que n'a-t-il fait quand il était Premier ministre? Il a fait tout le contraire. Il nous a foutu les gilets jaunes pendant 2 ans dans la rue en disant je tiens, puis il a enlevé le haut et le bas. Pendant 2 ans, il nous a mis les gilets jaunes dans la rue pour emmerder des braves gens, des retraités qui étaient à 20 km de toute espèce de sociabilité. Ils étaient à 20 km. Vous prenez la diagonale. Il faut être démographe aussi. Vous prenez la diagonale qui va du nord-est au sud-ouest. Vous avez 20 millions de personnes qui sont en gros au SMIC ou qui sont retraités et qui sont même pas forcément ou au SMIC plus 10% et qui ont absolument besoin de leur bagnole pour aller au centre commercial, pour aller à l'église ou pour aller au café ou pour aller voir leurs parents. Ou et voir ces un gens-là, on leur a mis 150 € par mois et ça c'est Édouard Philippe. Voilà. Avec et tout ça pour faire plaisir aux écologistes. C'est l'écologie contre l'écologie, ça. C'est l'écologie débile. Et pendant 2 ans, on a eu les gilets jaunes grâce à Édouard Philippe dans la rue. Est-ce qu'il a fait la retraite à 67 ans? Non. Non, il l'a déclaré, ça fait peut-être partie de son programme politique pour la prochaine présidentielle, pour le prochain, dont il dévoilera les contours à l'occasion d'un meeting. C'est toujours après, après on rase gratis. Luc, j'aimerais qu'on aborde ensemble une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Le Rassemblement national est invité en Israël, ultime étape de leur dédiabolisation. Voilà la question qu'on se pose ce samedi. Comme l'a révélé notamment nos confrères du Figaro, ils sont invités à la conférence internationale de la lutte contre l'antisémitisme qui doit se tenir à Jérusalem à la fin du mois de mars, les 26 et 27 mars. Ça a eu quelques conséquences et répercussions, on en parlera. À la question que je vous pose, est-ce que c'est, vous dites, l'ultime étape de leur dédiabolisation, le Rassemblement national? C'est plus que ça. C'est plus que ça. Vous savez, moi quand je vois d'anciens ennemis devenir des amis, je suis pas juif, personne n'est parfait, mais j'aime beaucoup Israël qui est une démocratie, bien que je déteste Netanyahou, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, quand je vois des anciens ennemis devenir des amis, je m'en réjouis. Je dirais exactement la même chose si l'extrême gauche cessait d'être antisémite, j'en serais enchanté. Voilà. Et donc, moi j'ai entendu Marine Le Pen sur CNews cette semaine. Voilà ce qu'elle a dit sur Israël, ce qu'elle a dit sur les Juifs, ce qu'elle a dit sur Hanouna. J'ai pas une virgule à changer et j'en suis ravi. Et que elle le dit, nous sommes le meilleur bouclier pour nos compatriotes de confession juive. Voilà ses propos. Mais c'est ce que dit Klarsfeld. Oui, mais ses plus fervents opposants, et pas que d'ailleurs, lui oppose aussi le passé de son parti, son père. Mais elle a rompu avec son père là-dessus précisément. Et donc on oublie tout. Et tout est oublié et on peut partir de cette base-là, vous dites. Il y a certainement dans l'électorat des vieux cons qui restent antisémites. Mais il y en a probablement plus dans l'électorat et les filles. Vous savez, l'antisémitisme d'extrême gauche, il existe depuis toujours, chez Proudhon et même chez Marx, qui était juif. Voilà, les juifs aiment l'argent, vous trouvez ça chez Marx. Et donc vous avez toute une et la vieille taupe, souvenez-vous. Oui. Et toute l'extrême gauche qui défendait Faurisson. Et donc vous avez un antisémitisme de gauche qui est encore une fois Proudhon et Marx, qui est très ancien. Voilà, c'est pas une nouveauté. Et donc ça a toujours existé. Mais moi, je me réjouis que Marine Le Pen tienne un discours très très clair contre le racisme et contre l'antisémitisme. Je me réjouis que Bardella soit invité en Israël parce que c'est une formidable leçon pour ce qui pourrait rester d'antisémite dans son électorat. Pour ce qui pourrait rester d'antisémite. Disons les choses avec vérité, c'est ça. Parce qu'ils existent encore. Mais vous savez, il y en a partout. Ouais. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à cause de Gaza, il y en a partout. Mais qu'un grand leader politique comme Marine Le Pen, dans un parti qui a été pendant des années un parti qui était le parti de l'antisémitisme du temps de Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen était clairement antisémite. Et Marine Le Pen a rompu là-dessus avec lui. Eh bien, que cette dame tienne aujourd'hui un discours qui fait que quelqu'un comme Serge Klarsfeld, vous n'allez pas me dire que Serge Klarsfeld ne représente pas quelque chose dans la lutte contre l'antisémitisme. Non. Il a traqué, il a passé sa vie à ça, avec sa femme. Avec sa femme, moi, j'ai le papier le document, le dossier du Figaro. Pourquoi les Français juifs sont de plus en plus à droite? Justement parce que vous avez toute une série de gens, dont Klarsfeld, dont René Taïeb, et tant d'autres qui sont là en photographie, avec des gens comme Paul Amar, voilà, et qui disent, finalement, le rempart contre l'antisémitisme aujourd'hui, parce que l'antisémitisme, il est islamiste aujourd'hui, c'est pas peine de tourner autour du pot. Vous savez, il y a 3 grands antisémitismes dans l'histoire. Il y a l'antisémitisme catholique,
l'accusation d'être le peuple déicide. Et en 1963, Vatican II y a mis un terme. Très bien, le texte de Vatican II est parfait. Ce ne sont ni tous les juifs de l'époque, ni évidemment les juifs d'aujourd'hui. Je cite le texte exact. Et ça, on est en 1963. 63. Ça a duré un peu plus longtemps, mais ça commence en 63. Je vous cite le texte exact. Ce ne sont ni tous les juifs de l'époque qui ont tué Jésus, ni évidemment les juifs d'aujourd'hui. Donc l'accusation de peuple déicide, c'est mort aujourd'hui. Il y a quelques vieux débiles, mais c'est fini. Et vous avez ensuite l'antisémitisme évidemment hitlérien qui se répercute, qui est racialiste, qui dit il y a une race juive. Bon, on vient peut-être y revenir tout à l'heure avec l'affaire Hanouna. Bon, et puis vous avez maintenant, depuis les années 80, ça se développe beaucoup avec la deuxième intifada, dans les années 2000, un antisémitisme d'origine islamiste. Voilà. Mais c'est celui-là qui existe aujourd'hui. Et moi, je vais quand j'ai fait la loi sur les signes religieux à l'école, j'ai fait cette loi non pas pour stigmatiser l'islam, mais pour dire je ne veux pas que dans les classes, il y ait trois communautés qui s'affrontent. Là, il y a les petits catholiques, là, il y a les juifs, puis il y a les musulmans, puis vous vous battez ensemble. Et ça, vous aviez dit à l'époque ? Mais je l'ai dit 100 fois, parce que je ne voulais pas, et j'avais reçu évidemment les représentants du culte musulman. Mais le philosophe que vous êtes, c'est ça la question qui me taraude. Peut-on s'exonérer complètement de ce que nous avons été, ce que nous avons dit, ce que nous avons fait ? Vous dites très bien, elle s'est finalement émancipée de son père, elle n'a jamais tenu cela. Un seul propos, ni raciste, mais vous entendez que d'une certaine partie de la classe politique, et pas que d'ailleurs de certains Français compatriotes, que ces propos restent, qu'on ne puisse pas tirer un trait sur ce qui a été dit ou fait. Je vous redis la même chose que pour la paix avec Poutine organisée par Trump, on perd un ennemi. Ouais. C'est ça le problème. Quand vous perdez un ennemi que vous avez combattu toute votre vie, et c'est marrant parce que j'en parlais hier avec mon ami Eli Chouraki, qui a un copain juif, qui est un jeune homme très brillant, mais qui veut absolument, contre Klarsfeld, garder l'idée que le Rassemblement national est antisémite. Il veut pas s'en débarrasser. Parce que quand vous perdez un ennemi que vous avez combattu pendant 10 ans, pendant 20 ans, avec tout ce que vous avez organisé dans votre tête contre lui, quand vous perdez cet ennemi, vous êtes désemparé. Beaucoup plus que quand vous perdez un ami, paradoxalement. Perdre un ami, c'est triste, au cœur. Mais perdre un ennemi, c'est bousiller la tête, c'est bousiller tout ce que vous avez dit et fait et argumenté pendant des années. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que ça s'inscrit, cette invitation, dans un mouvement beaucoup plus large de l'État d'Israël vis-à-vis du Rassemblement national. L'ambassade d'Israël de France était désormais autorisée à entretenir des relations avec le RN. Ça, c'est ce que notaient nos confrères de l'opinion. Il y a quelque chose qui s'installe. C'est historique. C'est historique. Et souvenez-vous de ce qu'a dit mon camarade Alain Finkielkraut l'année dernière. Il a dit « La mort dans l'âme, je voterai, s'il le faut, pour le Rassemblement national », écoutez bien la fin de la phrase, pour faire barrage à l'antisémitisme de l'extrême gauche. Finkielkraut, vous n'allez pas me dire que Finkielkraut est antisémite, ou qui ne sait pas ce que c'est que le Rassemblement national. Vous n'allez pas me dire que Serge Klarsfeld, qui a combattu toute sa vie le Rassemblement national, ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'était le Front national qui combattait. Donc ce sont des gens qu'il faut... Voilà. Et encore une fois, si LFI faisait la même chose, j'applaudirais des deux mains et des deux pieds. C'est pas une question de partisane. Gabriel Attal, encore un ancien Premier ministre, qui dit « Il y a une forme de lutte contre l'antisémitisme d'opportunité ou d'apparence ». Voilà ce qu'il dit quant à cette invitation. Tous les jours, on siège à l'Assemblée à côté d'un député RN qui, il n'y a pas si longtemps que ça, tenait une librairie qui vendait des bouquins négationnistes. Je ne sais pas de qui il parle. Qui était d'extrême gauche. Les bouquins négationnistes, c'était d'extrême gauche. C'était la vieille taupe. Mais ce type de position... C'est toujours pareil. C'est un peu comme du Bourdieu. On dit, d'accord, Marine Le Pen, elle a l'air, elle dit qu'elle n'est pas antisémite, mais, attends, on va pas me la faire. En dessous, je vois bien ce qu'il y a en dessous. Bon, c'est pas vrai. Simplement, on veut pas perdre son ennemi. Donc il faut dire, mais attendez, en apparence, ils disent des bonnes choses, mais en vérité, c'est des salauds. Parce qu'on ne veut pas perdre son ennemi. Voilà. Et Gabriel, pourtant, moi, je l'aime beaucoup, ce garçon. Il a, je crois, une mère chrétienne, et comme son nom l'indique, il a un père juif, et donc il sait très bien, en vérité, qu'il y a une évolution majeure du Rassemblement national vers la défense d'Israël, vers la défense des Juifs, et évidemment, ce que dit Marine Le Pen, alors évidemment on peut dire, c'est facile de dire ça, mais elle dit, et là-dessus, je suis désolé, elle a raison, l'antisémitisme aujourd'hui, il vient d'où ?
il vient de l'islamisme, il vient pas des catholiques. Les hitlériens, ils sont morts. Il n'y a pas d'hitlériens en France. Quasiment pas. Il reste quelques vieux crétins néo-nazis, mais c'est epsilonesque. C'est pas 1% de la population française. En revanche, vous avez un antisémitisme qui monte dans les quartiers islamistes, et de ce point de vue-là, elle dit, attendez, qui le dit depuis des années? C'est moi. C'est pas Mélenchon qui le dit. C'est pas Rima Hassan qui le dit. Excusez-moi. Jean-Luc Mélenchon, justement. La transition est un peu compliquée et ardue, mais allons-y. Vous souhaitiez, et je souhaitais aussi revenir sur une affiche qui n'existe plus, qui a été retirée, mais qui a été publiée. Oui, effectivement, la France insoumise qui appelle à cette marche contre l'extrême droite, ses idées et ses relais. Ce sera samedi prochain, 22 mars, partout en France, accompagné donc de ce visuel, le visage de Cyril Hanouna, le présentateur de télévision, visuel diffusé sur tous les réseaux sociaux, accusé donc d'être des relais de l'extrême droite, et ce visuel d'un visage retouché, par l'intelligence artificielle, en effet, par Grok, et qui reprend en effet tous les codes d'un antisémitisme pur et dur. Si vous aviez c'est documenté. C'est documenté, c'est prouvé. Oui. Vous aviez mis à côté l'image du film de 1940 sur le juif Zus, puisque on va la voir. On va la voir tout de suite parce que Clara Pierre, l'image d'Hanouna, là-dessus Hanouna a tout à fait voilà. Et l'image, j'ai Grok, l'intelligence artificielle qui a été utilisée pour fabriquer l'image qu'on voyait avant d'Hanouna, donc qui est une image corrigée. J'ai demandé à Grok, donc qui est l'équivalent de ChatGPT, mais très performant maintenant, et qui est, alors la différence avec ChatGPT, je vous l'explique en 2 secondes parce que c'est important pour comprendre ça, c'est que Grok, qui appartient à Elon Musk a décidé qu'il n'y aurait aucune limite à la liberté d'expression. Et vous savez qu'aux États-Unis, vous avez le droit d'exprimer des propos racistes, par exemple, ou antisémites, ce qui est interdit en France. Et donc Grok est totalement libre. J'ai demandé à Grok de me faire une image d'Hanouna. Il m'a fait une image d'Hanouna tout à fait correcte. Et après, je lui ai demandé, fais-moi une image d'Hanouna en antisémite, Hanouna en méchant juif. Il m'a fait une image qui ressemble à celle-là. Et après, je lui ai dit, retouche l'image d'Hanouna en méchant juif, en sale juif, pardon pour les propos, mais on se comprend. C'est pas moi qui les tiens. Bien sûr. C'est les prompts, c'est les demandes qu'on adresse à Grok. Et imite l'image du film qui a été commandité par Goebbels en 1940 à partir du fameux roman Le Juif Zus, ce qui était un roman avant d'un écrivain qui a eu un très grand succès dans les années 1920. Et il veut fournir. Voilà. Il me fournit exactement ce qui est sorti. Ce qui veut dire que les gars de LFI qui ont fait fabriquer cette image que vous avez montrée, à coup de prompt, c'est-à-dire à coup de demande à Grok, ils ont réussi à la faire modifier pour que ça ressemble à l'affiche antisémite du film de 1940 commandité par Goebbels. C'est une maladresse, dit Manon Aubry. C'est une erreur d'avoir utilisé cet outil, dit Paul Vanny encore une fois. C'est à vomir. C'est à vomir. C'est tout sauf une maladresse, c'est une image fabriquée pour être antisémite. Et je peux le prouver si jamais les magistrats s'occupent de la plainte. Il suffit qu'ils téléchargent Grok, ils le demandent de mettre, ils font ce que je viens de vous dire et ils pourront le prouver. Et je le dis d'autant plus volontiers que je déteste l'émission d'Hanouna. Je peux pas encadrer cette émission que je trouve à la fois partisane et vulgaire comme tout. Mais pour reprendre la phrase qu'on prête à Voltaire et qu'en fait en vérité Voltaire n'a jamais dite, je suis en désaccord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Ça suscite beaucoup de malaise au sein du parti de la France Insoumise. J'espère, oui. Vous espérez ? Il n'y a quand même pas que des antisémites, j'espère, oui. Voilà, il n'y a pas que des antisémites aussi, mais ça délégitime une nouvelle fois ce parti qu'est la France Insoumise. Écoutez, aux yeux de 90% des Français juifs ou des Juifs français, on peut avoir le débat sur la formulation qui convient. Je pense que définitivement LFI apparaît comme le parti antisémite en France. Voilà. J'ai toujours dit que Mélenchon n'était pas antisémite. Je pense pas qu'il soit antisémite, mais il déteste Israël. Donc quand vous détestez Israël, de proche en proche, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, il faut le dire, Serge Klarsfeld a raison. Le parti de l'antisémitisme, c'est certainement pas le Rassemblement national, c'est LFI, oui. Luc Ferry, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette émission 7 heures de Ferry. On reste ensemble. Je vous propose d'écouter, parce que l'actualité aussi se déroule ce samedi, ce sommet virtuel qui portait bien son nom. Vous en
rigoliez, mais le Premier ministre Starmer a pris la parole. Il faut une paix juste et durable. Écoutez-le, extrait de sa conférence de presse à l'instant. Nous allons maintenant passer à une phase opérationnelle. Nos militaires vont se rencontrer jeudi, ici, au Royaume-Uni, pour mettre en place un plan plus fort, plus robuste, pour soutenir un accord de paix et garantir la sécurité future de l'Ukraine. Le président Trump a offert à Poutine la possibilité d'une paix durable. Eh bien, nous devons en faire une réalité. C'est donc le moment de continuer à pousser en vue de l'objectif que nous voulons obtenir, une paix juste et durable en Ukraine et une sécurité durable pour nous tous. Et il le dit, le Premier ministre britannique, Luc, de manière très courte, parce qu'il ne nous reste plus de temps, mais le oui mais de Moscou n'est pas suffisant. Est-ce que cette voie peut porter ? Il peut pas y avoir autre chose qu'un oui mais pour l'instant, puisqu'encore une fois, du point de vue de Poutine, il faut que l'Ukraine reste, ce qui restera de l'Ukraine reste un terrain neutre. Encore une fois, c'est la position de Sarkozy et de Merkel, c'est pas seulement la position de Poutine. Bon, il est inacceptable pour les, et c'est ce que disait mon collègue prof de droit public que vous avez invité tout à l'heure. Il faut réfléchir à une paix juste dans les deux sens, quelle que soit la haine qu'on puisse avoir contre Poutine et la Russie, la paix juste, elle doit être une paix dans les deux sens. Sinon, il n'y aura pas de paix, c'est tout. C'est pas une question de morale, c'est si on veut la paix, il faut qu'elle soit dans les deux sens. Dans les deux sens. Merci infiniment, Luc Ferry. On se retrouve samedi prochain.